Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fabrice Duvels, bienvenue dans Obsession, le nouveau podcast Carlotta Film. Obsession est un podcast mensuel qui profite d'une sortie ou d'une actualité Carlotta pour explorer un cinéaste et toute son œuvre. Aujourd'hui, en ce mois de décembre, nous reviendrons sur les derniers titres de la Midnight Collection, petit classique de Vidéo Club. Pour m'accompagner, Fatih Bédiar, mon camarade, scénariste et historien du cinéma. Ensemble, nous tâcherons d'évoquer le cinéma dans toute sa grande diversité et surtout de transmettre la belle passion du cinéma. Obsession, c'est parti. Épisode 2, Fatih Bédiar. Fabrice Duvels. Ça va ? Ça va et toi ? Bon Fatih, je suis bien content de te retrouver pour ce deuxième épisode d'Obsession. Alors aujourd'hui, on va évoquer les films de la Midnight Collection, les dernières sorties Carlotta. On va parler de Mort ou Vif, Wanted, Dead or Alive, le film de Paul Bartel, La course de l'an 2000, Inséminoïde, le film de Norman J. Warren. Tourist Trap, enfin on va voir un peu tout ce qu'on pourra évoquer. D'abord pour commencer Fatih, j'aimerais qu'on démarre avec Inséminoïde de Norman J. Warren. J'aimerais savoir comment tu as découvert ce film. J'ai découvert ce film grâce à la collection René Château. René Château avait sorti cette collection incroyable qui s'appelait les films que vous ne verrez jamais à la télévision. Ouais. C'était une collection qui était numérotée et ça a été l'une des collections qui a eu l'un des plus gros succès dans les vidéoclubs. René Château a toujours su mettre en avant ses produits comme personne, on va dire, il avait vraiment aucun équivalent. C'était vraiment devenu le boss des vidéoclubs. Après s'être imposé comme le boss des cinémas de quartier, le Hollywood Boulevard, c'était quand même un cinéma incontournable. Dieu sait que j'y ai passé ma jeunesse là-bas. Et Inséminoïde faisait partie donc de cette collection qui était numérotée. Et numérotée, c'était très important parce que ça donnait aussi un certain côté fétichiste quand il s'agissait de posséder ces VHS. Et je faisais partie justement de ceux, voire des privilégiés, à avoir eu cette collection chez moi, dans les années 80. T'as quel âge à ce moment-là? J'étais jeune, c'est-à-dire cette collection-là, lorsqu'elle est arrivée, moi j'avais 4 ans quand on l'a eu à la maison. Ça a été hallucinant. En fait, mon père faisait partie de ces gens, en tout cas, qui étaient très influents dans le 18e arrondissement et à la Goutte d'Or. Et on venait vers lui pour lui demander des prêts d'argent pour pouvoir ouvrir les commerces, etc. Et parmi ces personnes qui l'avaient approché, il y avait un gars qui était un Oranais, c'est un Ouarani, qui avait donc pour ambition d'ouvrir un vidéoclub. C'était à l'époque justement où les vidéoclubs étaient en vogue, c'était lors de la révolution des VHS. Et il avait réussi à récupérer un local qu'il a transformé en vidéoclub. Et après, je ne sais absolument pas comment, jusqu'à aujourd'hui, on a eu une collection de VHS incroyable à la maison, et qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, faisait partie en tout cas du remboursement qui a été fait, sachant que c'était un produit de luxe. À l'époque, la VHS, elle coûtait entre 1500 francs et 2000 francs. Ouais. On est vraiment dans les années 80, c'était des sommes considérables. Et j'avais jamais su en fait pourquoi est-ce qu'on avait fait ce voyage chez un magasin de meubles un samedi, place du 11 novembre à Argenteuil avec mes parents. Et mon père avait acheté des bibliothèques. Je ne savais pas pourquoi. Et elles étaient blindées de VHS. C'est super. Et t'as quel âge? T'as 4 ans à ce moment-là? J'avais 4 ans, ouais. J'avais 4 ans. J'avais 4 ans, c'était hallucinant. Et on faisait partie, en tout cas, des gens qui avaient accès à ça. Dis-toi que dans les années 80, avoir une bibliothèque où tu avais 100 VHS, c'était énorme. Énorme. Et en plus de ça, on avait aussi le luxe de posséder 2 magnétoscopes. Il y en avait un dans le salon et il y en avait un dans la chambre de mes frères. Et le truc de fou, quoi. Il y avait ces cassettes qui étaient rangées par numéro. Et c'était la collection on avait la collection René Château Bruce Lee, qui était numérotée. Ouais. On avait la collection Les films qu'on ne verrait jamais à la télévision.
Et on avait aussi les classiques, enfin les classiques, c'était Hollywood Video qui avait sorti en fait plein de films d'horreur à cette époque-là qui étaient quand même des putains de films, quoi. C'était, t'avais dans le tas des films comme, t'avais Evil Dead, t'avais Contamination, t'avais tous ces films-là. Et on avait aussi des VHS Warner Bros, on avait des VHS VIP où il y avait beaucoup D'ailleurs, j'ai toujours gardé, c'est l'une des rares cassettes que j'ai gardées de cette époque, parce que ça a été l'un de mes frères qui, plus tard, a vendu la collection, et jusqu'à aujourd'hui, je lui en veux, et je le déteste pour ça. Mais il y a une cassette que j'ai réussi à garder, c'est la cassette de Le Dernier Face à Face, de Sergio Solima, qui était titré en France. Il était une fois en Arizona. Et cette VHS, je l'ai gardée et elle a été signée par Sergio Solima. Dingue. Et ça faisait partie des rares VHS que j'ai réussi à garder. Il y avait celle-là, il y avait Rolling Thunder que j'ai gardé aussi. Il y avait... oh mon Dieu. Enfin bref. Et dans cette collection numérotée, tu avais Massacre à la tronçonneuse. Bien sûr. Tu avais Dawn of the Dead. Ouais. Tu avais Maniac. Tu avais La chair pour Frankenstein. Tu avais Du sang pour Dracula. Tu avais La chasse sanglante, qui est un petit film méconnu, Peter Collinson, magnifique, avec Peter Fonda, William Holden, mon copain, que Dieu ait son âme, John d'ailleurs. Philippe Lowe. Il a été remaké il n'y a pas si longtemps. C'est pas vrai, ils ont fait un remake. Ils ont fait un remake qui n'est pas terrible d'ailleurs, je ne sais plus qui l'a fait, mais ils ont fait un remake du film. Tu m'apprends quelque chose. Il y avait ça, il y avait Le crocodile de la mort de Toby Hooper, qui quand même est un sacré film, malgré le fait que voilà, quoi, c'était très difficile de pouvoir faire un film suite à Texas Chainsaw Massacre, mais je trouve que le film est vraiment très bon. Et il y avait La marque du diable, de film hallucinant de Michael Armstrong, avec Reginald et Udo Kier. Et le dernier de cette collection, celui qui avait le numéro 9, c'était Inséminoïde. Ah bah je vais lire le tu vois, j'ai le Blu-ray dans la main là. Je vais lire le résumé du film. Donc, aux confins de l'espace, la mission archéologique Zénon numéro 7 est chargée d'enquêter sur les vestiges d'une civilisation disparue. L'expédition prend une tournure inattendue lorsqu'un des membres de l'équipage, blessé dans l'explosion d'une grotte, se met à développer des pulsions meurtrières. Bientôt, une scientifique est attaquée par une créature inconnue dans un souterrain. Lorsqu'elle se réveille à l'infirmerie, elle a la sensation d'avoir été inséminée par un extraterrestre. Ah, c'est tout un programme. Sacré programme, ouais. C'est tout un programme. T'as découvert le film quand, Fabrice ? Moi, j'ai dû le voir, j'étais gamin. En fait, moi, j'étais dans les écoles jésuites très, très tôt. Et donc, j'étais en pension. Et j'avais un truc avec ma mère, j'avais une espèce d'accord avec ma mère, c'est que quand je rentrais le week-end, le samedi matin, ma grande joie, c'était d'aller au vidéoclub et je prenais 5-6 VHS et je me les regardais pendant le week-end. Et c'était vraiment le moment que je préférais de la semaine, quoi. Le samedi matin, je savais que quand je me réveillais, je partais, ma mère m'emmenait au vidéoclub et je passais des heures à regarder ces jaquettes dont tu parlais tout à l'heure, qui me propulsaient dans un monde incroyable. Et ça tranchait véritablement avec le côté rigide en fait de mon éducation jésuite et des messes quotidiennes. Pour un jésuite, aller dans un vidéoclub, c'est de la transgression. Mais j'étais gamin, moi. Hein. J'étais un peu plus âgé que toi, je devais avoir 10-11 ans. Mais c'est là où j'ai commencé à regarder avec boulimie en fait tous ces films que je ramenais, que je compilais, que je notais. Et Inséminoïde, j'ai dû le voir à ce moment-là. J'ai pas de souvenir précis d'Inséminoïde parce que je voyais beaucoup de films. J'ai eu des chocs comme Evil Dead, Massacre à la tronçonneuse, tu vois, qui ont été des chocs qui, à un moment donné, où plus rien n'est jamais comme non, avant. Il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. Inséminoïde, je pense que j'ai dû le voir. Après, c'est sûr que comme c'est un avatar, hein, tous ces films sont des avatars. Chaque fois qu'il y a eu un film à succès ou qu'un film était sur le point d'arriver sur le marché et qui était énorme, on se débrouillait pour qu'il y ait un film qui puisse profiter du succès qui était certain. Par exemple, ça peut être des films en réponse à
par exemple, Inséminoïde a été fait à la suite de Alien, parce qu'Alien a cartonné. Même si Norman J. Warren s'est toujours défendu de ne pas avoir vu Alien, de ne pas y avoir pensé quand il a développé Inséminoïde, ça j'y crois pas un seul instant. Oui, mais c'est aussi un film de monstre. Dans sa deuxième partie, c'est vraiment un film de monstre. On pense à Larry Cohen, on pense à Rosemary's Baby. Il y a tout, c'est-à-dire dedans, en fait, le truc, c'est surtout ce qui était quand même assez intéressant dans la conception d'Inséminoïde, c'est que à cette époque-là, Norman J. Warren, donc, il travaillait avec des petits producteurs en Grande-Bretagne. Et ça leur arrivait justement d'avoir suffisamment d'argent pour faire un film, et ils avaient besoin donc de pouvoir faire quelque chose là tout de suite, et s'étaient tournés vers Norman J. Warren en disant nous on attend pour faire un film là tout de suite, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Et Norman J. Warren, donc à cet instant, je crois que c'était juste après qu'il ait fait l'un des films, je crois que c'était après qu'il ait fait Le Zombie venu d'ailleurs, je crois. Enfin bref, c'était après L'esclave de Satan. Et il s'était tourné en fait vers son responsable effets spéciaux. C'est lui qui avait fait donc les maquillages, les effets gore de L'esclave de Satan et du Zombie venu d'ailleurs. On ne peut pas non plus lui dire bravo pour Le Zombie venu d'ailleurs. Parce que là, pour le coup, l'extraterrestre qui ressemble en fait à un vampire mais avec un visage de toutou. C'est pas de chien, de toutou. Moi, j'y crois absolument pas. Mais Nick Mallet, donc, comme ce qui était coutume aussi dans pas mal à cette époque-là, quand on cherchait à faire un film d'horreur, donc il fallait... L'horreur, déjà, c'est un genre qui est pensé en termes d'efficacité. C'est-à-dire, c'est pas un genre qui est pensé en termes d'histoire de personnage, généralement, c'est un genre qui est pensé en termes d'effets. C'est-à-dire, il faut vraiment frapper fort, il faut en mettre plein la vue. Et... donc, il y avait ces associations qu'il y avait entre réalisateurs et chefs et responsables effets spéciaux. Et par moments, ça a donné lieu à des rencontres magiques, mais à tel point que le responsable effets spéciaux devenait une star. C'était le cas, par exemple, de Tom Savini. Tout à fait. Quand il a commencé à travailler avec George Romero, sur Martin, mais c'est surtout après Dawn of the Dead, Tom Savini, c'était devenu, en fait, quelqu'un qui était quasiment devenu bankable. Il suffisait de dire justement que tu avais les effets spéciaux de Tom Savini pour que tout d'un coup, les investisseurs s'intéressent à toi. Et Nick Mallet, donc, il s'était servi de cette opportunité pour pouvoir, en fait, faire un showcase de ce qu'il pouvait faire. Alors, Nick Mallet, il a fait aussi des effets spéciaux, donc, qui étaient vraiment pas terribles, pas très convaincants, etc. Même s'il a travaillé en renfort, tu vois, sur des grosses productions sans être crédité, comme ça a été le cas sur Star Wars. Mais il a aussi, plus tard, par exemple, fait partie de l'équipe qui s'est occupée des effets spéciaux de La Forteresse Noire. Mais quand il a préparé Inséminoïde avec Norman J. Warren, c'était pas un scénariste, donc lui, ce qu'il cherchait à faire, c'était de pouvoir caser le plus de scènes possible et tout pour en mettre plein la vue. Et donc, il se servait des films qui l'avaient marqué, donc à cette époque-là. Ouais. Comme mais tu l'as dit. Alors, tu vois, le truc, c'est que c'est aussi en le revoyant pour préparer un peu la discussion du jour, c'est un body horror. C'est vraiment un body horror assez incroyable. Hein. C'est-à-dire que la scène d'insémination, elle est vraiment malaisante. Aujourd'hui, elle passerait plus. Hein, parce qu'elle est profondément sexuelle. Elle est profondément malade. C'est un viol avec cette seringue en guise de phallus. Exactement. Et très inspiré de la scène de fécondation de Mia Farrow dans Rosemary's Baby. Tout à fait. Alors, le film entretient un parallèle... en tout cas dans sa deuxième partie, assez bizarre avec Rosemary's Baby. Comme aussi, il y a des scènes qui sont totalement... prophétie aussi. Oui, prophétie en plus. C'était ça aussi, tu vois, je regrette vraiment que Frankenheimer ait fait ce film, parce que Dieu sait que j'adore Frankenheimer. J'adore la première partie qui s'y est tué dans le ghetto, etc. Parce que j'aime bien le côté naturaliste, rentre dedans de Frankenheimer, mais pour le reste, je peux pas. Mais par contre, dedans, tu vois aussi... c'était un peu un fourre-tout, tu vois. C'est pour ça que le scénario, en fait, on va essayer de réutiliser des scènes qui avaient fonctionné précédemment. Par exemple, les scènes qui sont tournées en plan subjectif, c'est Jaws, c'est Les Dents de la Mer. Et on réutilise même, on parodie même la musique, ce qui était grotesque. Et on retrouve aussi tellement de choses qui ont été prises à droite et à gauche. Alors après, voilà, quoi. C'est-à-dire, bon, l'influence dominante, c'est quand même Alien, quoi.
Et encore une fois, Norman J. Warren. Mais tu penses vraiment que ça peut être une influence? Moi, je pense que c'est plutôt le film de Donald Cammell, tu vois, Demon Seed. Ah non, c'est Génération Proteus. Ça a été fait en plus de ça un peu après, je crois. Hein. C'est-à-dire Demon Seed, non. Demon Seed, le Donald Cammell, qui s'appelle Génération Proteus, je crois que ça a été fait en même temps, mais c'est pas vraiment. C'est vraiment Alien. Ça a été le succès d'Alien. Ça a été le fait que Alien soit devenu en fait un gros titre qui a fait. Parce que souviens-toi, Fabrice, à cette époque-là, surtout entre 80 et 82. Ça a été suite au succès d'Alien, justement, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à produire en masse des avatars. Il y avait, par exemple... C'est toujours le cas pour ce genre de, oui, de film. Hein. C'est-à-dire, quand Alien est sorti et Alien a fait un tabac, là, tout d'un coup, il y a une niche à exploiter. Et là, tu as eu Inséminoïde qui s'est fait, mais tu as eu aussi Contamination de Luigi Cozzi qui s'est fait. Il y a eu la Galaxie de la Terreur de Bruce Clark. Il y avait X-Tro. Il y avait tous ces films-là. Et le film de Cronenberg. Ça, c'est avant. Non, ouais. Chromosome 3, c'est avant. C'est Chromosome 3, ça a été fait avant. Ouais. C'est 79, je crois. Ouais, c'était ça. Mais c'est pas Cronenbergien, Inséminoïde. J'ai envie de te dire, si le film avait été Cronenbergien, il aurait été un peu plus intéressant. Moi, le film, si tu veux, je l'aime bien. Moi aussi. Inséminoïde, mais encore une fois, c'est vraiment par nostalgie. Et puis, honnêtement, Fabrice. Puis il y a Judy Jason. Oui, mais bon. Elle est, tu vois, elle est belle. Tu sais que j'ai lu un truc, c'est qu'elle a été mariée à Christopher Tabori, qui est le fils de Don Siegel. Ouais, ça, je savais pas. Si. C'est complètement fou. Et le truc, c'est que, honnêtement, Fabrice, si Inséminoïde n'avait pas été sorti chez René Château, dans cette collection, on serait passé à côté du film. Ça, j'en suis sûr à 100%. C'est ce qui lui a donné, en fait, d'ores et déjà un statut culte. C'est-à-dire, on parle quand même d'un film qui a été rangé aux côtés de classiques comme Massacre à la tronçonneuse, Dawn of the Dead, Maniac, Possession, etc. Non, mais là, je parle de qui s'appelle des films de René Château, que René Château a fait. Et ça a été ça, en fait. Il a eu ce prestige, ce luxe d'avoir été rangé dans une collection où il y avait des films qui ont fait l'histoire du cinéma. Et c'est ce qui le rendait intéressant tout de suite après. Alors après, le fait, ce que j'ai toujours trouvé drôle, c'était que il commençait la collection avec le numéro 1 qui était Texas Chainsaw Massacre. Il terminait avec Inséminoïde qui avait le numéro 9. Ça, c'est dingue. Hein. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, d'accord. C'est graduellement, en fait. Mais quand je dis graduellement, c'est que les deux précédents films, justement, de la collection qui étaient numérotés, c'était la chasse sanglante et ça a été la marque du diable. Les deux films, ils sont bien plus supérieur à Inséminoïde. Mais Inséminoïde, si on le regarde aujourd'hui, c'est aussi avec le regard nostalgique de l'époque. Et puis Dieu sait que la nostalgie est un puissant opium. Non, mais il y a aussi, à l'époque, quand tu parlais de Massacre à la tronçonneuse aux gens, c'était vraiment considéré comme un film de série B, d'exploitation un peu obscur. Aujourd'hui, presque 40 ans après, on voit l'ampleur du film, on voit à quel point le film est un film architecte, c'est un film qui a changé, qui a changé l'histoire du cinéma et du cinéma d'horreur de manière irréversible. Et à l'époque, on s'en rendait pas compte. Il y a que peut-être des gens comme toi et moi qui étaient ou d'autres. Non, il y en avait d'autres. Bien sûr, mais c'est parce que, en fait, moi, j'avais jamais rien vu d'équivalent. C'est comme la vision de l'exorciste, en fait. J'ai eu deux moments, deux sortes d'épiphanie dans ma vie de jeune cinéphile. C'est Massacre à la tronçonneuse et quelques années plus tard, l'exorciste. Parce que l'exorciste, tu touches au mal métaphysique, tu vois. Oh. Tu le touches du doigt, quoi. D'un moment donné, c'est comme s'il était près de toi. C'est comme s'il était à ta table. Ah non, mais ce qui était ouf, c'était ça a été quand Friedkin a découvert le Massacre à la tronçonneuse. C'était en fait Friedkin qui a parrainé le film. Hein. Parce que Friedkin, qui était quand même à cette époque-là le gars qui avait fait l'exorciste, il n'avait même pas encore fait Sorcerer. Hein. Et à cette époque-là, il était tellement... c'était l'homme le plus puissant d'Hollywood. C'était lui. Lui, en fait, Friedkin avait à l'époque le statut qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Spielberg, tu vois, il pouvait littéralement tout faire. Et il avait eu la volonté, justement, de produire Toby Hooper, dont il était fan. Et il y avait quelqu'un qui lui avait posé une question à Friedkin, il dit « Est-ce que vous pensez que Massacre à la tronçonneuse est un film plus terrifiant que l'Exorciste ?» La réponse de Friedkin, elle a été immédiate. Il a dit « Bien sûr ». Il dit il a réussi à aller au-delà de tout ce que je pouvais faire avec l'exorciste. Il dit c'est un film qui est
incroyablement fort. Et Friedkin le considère comme l'un de ses films préférés de tous les temps. Et d'ailleurs, l'autre film, justement, qu'il considère aussi comme étant l'autre plus grand film d'horreur de tous les temps, c'est Alien, de Ridley Scott. Oui. Et ce qui est drôle avec Norman J. Warren, et ce qui est drôle avec Inséminoïde, c'est que quand Inséminoïde donc a été fait, c'était bien entendu inévitable d'être comparé à Alien, parce que oui, c'est normal, c'est un film qui a été fait grâce au succès d'Alien, mais la chose que Norman J. Warren n'a jamais pu anticiper, c'était impossible, oui. C'était que le film, plus tard, soit vu comme étant le film qui a préfiguré Prometheus et Alien Covenant. C'est-à-dire, c'est incroyable, c'est fou. C'est-à-dire, quand j'ai vu Alien Covenant, je l'ai vu avec mon copain Roger Avary, shout out to Roger, et Roger et moi, donc, on est allés voir le film, et il y avait ses enfants aussi, il y avait Heather, il y avait Gala, et à la fin du film, on était tous un peu déçus, et surtout, il y avait... Roger et moi, on était en train de parler du film, et lui, il était là, il dit, putain, mais qu'est-ce qui est arrivé à Ridley Scott? Mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et à ce moment-là, je lui dis, Roger, t'as pas l'impression, justement, qu'en regardant Prometheus et qu'en regardant Alien Covenant et tout, on se rend compte que, en fait, Norman J. Warren a anticipé tout ce qu'il allait faire. T'as Roger qui était pété là, qui dit, mais c'est vrai! C'est totalement vrai! Il dit, il y a carrément des scènes, justement, dans Prometheus, Alien Covenant et tout, qu'on retrouvait, justement, dans Inséminoïde. Et ça, c'était totalement incroyable. Totalement incroyable. Qui aurait pu penser ça à l'époque? Qu'il allait anticiper justement vraiment la continuation mythologique du film le plus incroyable de cette époque qui était Alien. Ouais, il a plus fait... Après Réveillon Sanglant, il a fait d'autres choses. Il a fait un peu de télé, il a fait quoi? Ils ont tous un peu mal tourné. Norman J. Warren a vraiment une carrière anecdotique. Ouais. Honnêtement, je trouve aussi qu'il avait... c'est-à-dire, s'il y a bien un film, en fait, quand on parle de Norman J. Warren, c'est surtout Inséminoïde qui vient en tête, quoi. Et si t'es un peu plus pointu, tu penses à L'esclave de Satan et aux zombies venus d'ailleurs. Mais quand tu voyais Inséminoïde aussi, il a eu, c'est-à-dire indépendamment d'avoir eu le luxe d'avoir été mis dans la collection, c'était quand même un film qui avait bénéficié aussi d'une bonne distribution. Oui, puis la production, c'est Run Show. Ouais, Run Show, mais Run Show, c'est surtout un distributeur aussi. Oui, mais il met de l'argent. Il a mis de l'argent dedans. C'est-à-dire, Run Show, à cette époque-là, tu vois, il avait besoin, impérativement, de pouvoir exister à l'échelle internationale parce qu'il n'avait plus le monopole du film d'action à Hong Kong, parce que c'était la Golden Harvest qui lui avait donné le pion. Ouais. Et c'était Raymond Shaw qui était devenu le top dog à l'époque. C'était lui, Bruce Lee. C'était lui, Sammo Hung. C'était lui, Jackie Chan. Mais comment il se retrouve sur ce film? Il s'est retrouvé sur le film parce qu'il était à la recherche, justement, de bonnes affaires. Ouais, c'est ça. C'était quelqu'un, tu vois, quand tu lui proposais... là, pour le coup, il y a un film qui doit surfer sur le succès d'Alien, il est le premier à vouloir le faire. Comme lorsqu'à chaque fois qu'il y avait, par exemple, un film qui marchait, systématiquement, il y avait une déclinaison Shaw Brothers. C'était systématique. C'est-à-dire, quand Taxi Driver a été fait, Run Show, c'est « Ah bah tiens, on va faire un film qui va s'appeler Taxi, justement, avec David Chiang qui va remplacer Robert De Niro. » Et il avait aussi cherché, par exemple, à s'associer à d'autres productions. Par exemple, on va parler de Paul Bartel à côté, c'était quand même aussi Run Show qui avait aussi mis de l'argent et qui avait assuré une partie de la distribution, en tout cas en Asie, de Cannonball. Ouais, donc Paul Bartel... Ça, on le garde pour plus tard, c'est le gros morceau. Lui, le gros morceau. En tout cas, un réalisateur qu'on aime beaucoup tous les deux. Qu'on aime énormément. Qui a été produit. Énormément. Ouais. Mais donc, tu vois, on parlait d'Avatar, qui s'appelle de film à succès. L'autre titre de la Midnight Collection aussi, qui a été l'un des avatars, justement, d'un des gros succès de cette époque-là, c'est Tourist Trap, de David Schmoller. Et bon... Je partis chercher de l'aide à la station-service après avoir crevé. Le jeune Woody est sauvagement assassiné par une poupée de cire aux étranges pouvoirs télékinétiques. Restés près de la voiture, immobilisés, Jerry, Molly, Helen et Becky décident de rejoindre leur ami et finissent par atterrir chez Monsieur Slauson. Cet homme solitaire aux allures de cow-boy leur propose de les héberger pour la nuit dans sa maison, un ancien musée de cire rempli de mannequins à l'apparence quasi humaine. Bon,
En même temps, il monte pas, hein, c'est vraiment ça. Hein. Tout est dedans. C'est de nouveau un avatar. Non, mais c'est un avatar. Mais en plus de ça, c'est un avatar qui... alors, ce qui était drôle, c'est que à l'époque, quand par exemple tu cherchais à financer un film, surtout pendant toute la décennie 70, mais à partir de 73, tu ne pouvais que suivre les titres en fait qui avaient marqué cette décennie. Donc c'était Texas Chainsaw Massacre, mais c'était aussi L'Exorciste, c'était Opération Dragon, Carrie. et c'était Dirty Harry et Magnum Force. À tel point qu'à cette époque-là, tu pouvais carrément trouver un minimum de financement si dans ton titre tu avais les mots tronçonneuse, diable, Magnum et Dragon. C'est totalement ouf. Mon Dieu, qu'on regrette cette époque. C'était ça, bah grave. Et il y avait toujours des déclinaisons, mais totalement abracadabrantesques et tout, en utilisant ces mots-là dans les titres. Parce que c'était des arguments de vente. Et Tourist Trap, il n'a pas mis le mot Texas, il n'a pas mis le mot Chainsaw, il n'a pas mis tout ça, mais ça reste un film qui a été fait sur le modèle de Texas Chainsaw Massacre, mais ce qui est plus intéressant, et en tout cas ce qui le démarque des autres avatars de Texas Chainsaw Massacre, c'est que David Schmoller est un Texan. Mm-hmm. Il vient du Texas. Et tu vois, il a en fait le même background culturel, le même background social que Toby. Et surtout, savoir que quand Toby Hooper a fait Texas Chainsaw Massacre, c'était incroyable, tu vois. C'était là pour le coup, c'était un génie qui ne venait pas de New York, qui ne venait pas d'Hollywood, mais qui venait du fin fond du Texas. Quand tu voyais en fait le parcours de David Schmoller, c'était quelqu'un qui a surtout pareil, tu vois, quand tu es au Texas, déjà la particularité des Texans, c'est que la plupart sont bilingues. Parce que là-bas, l'espagnol est parlé vraiment couramment. Quand tu vas dans les écoles, la plupart des écoles, en fait, t'enseignent aussi l'espagnol. C'est vraiment... Ce que tu trouves à Los Angeles, tu le trouves à l'échelle de l'État là-bas. Ce que tu trouves à l'échelle locale à LA. Le fait que l'espagnol, en fait, fait partie intégrante de la culture, justement, Angeleno. Là-bas, c'est toute la culture texane et tout qui est toujours empreinte de la culture mexicaine, parce que c'était quand même un territoire qui a été pris au Mexique par la force des armes. Tout à fait. Mais la culture mexicaine reste toujours très présente là-bas, et la plupart des Texans parlent espagnol couramment. Et David Schmoller avait eu la particularité, justement, comme beaucoup d'autres Texans, à avoir fait ses études au Mexique. Et il y avait par exemple cette université qui était la Universidad de las Américas, et c'était là-bas en fait qu'il avait fait ses études. C'était à la fin des années 60. Et ce qui était hallucinant, David Schmoller a eu en fait comme prof de théâtre et comme prof de cinéma Alejandro Jodorowsky et Luis Buñuel. Pas mal. Ça c'est ouf. T'imagines un peu? Ouais. Si toi, t'es un petit Texan, tu traverses la frontière pour aller faire tes études, et t'as Jodo et Luis Buñuel. Alors, Buñuel, je peux comprendre, parce qu'il était au Mexique à ce moment-là. Mais qu'est-ce que Jodorowsky faisait? Jodorowsky, il était devenu mexicain, en fait, à travers les films qu'il a fait là-bas. C'était quelqu'un qui... El Topo, tous ces autres films, jusqu'à Santa Sangre, c'est des films qu'il a fait au Mexique. Ce sont des films qui sont très empreints de la culture mexicaine. Mais surtout, Jodorowsky, il a quelque chose, Abuelito, comme on l'appelle, a quelque chose de particulier. C'est que c'est surtout quelqu'un qui sait tout faire. C'est quelqu'un, si tu veux, dont le talent dépasse les frontières, dépasse les cultures. Mais je veux bien le croire, ça, parce que tu vois, le film a quelque chose de très théâtral, en fait. Absolument. Alors ça, il a une théâtralité, une théâtralité mortifère, en fait. Il y a presque tu vois, un peu comme une corrida, quoi. C'est vraiment, il y a quelque chose qui est débridé dans ce sens-là. Mm-hmm. C'est vrai. Et mais surtout, tu vois, c'était quelqu'un... Là aussi, tu vois, il y a aussi quelque chose de très important qui est la musique. De quoi? La musique. Ouais, la musique, Pino Donaggio, c'est pas rien. Incroyable. Mais quelque chose, en fait, qui a aussi formé David Schmoller, tu vois, à l'efficacité, tu vois, visuelle qu'il y a dans ses films. Ces films sont quand même assez... Il y a des moments dans Tourist Trap, et même
ses autres films, ils sont quand même méga efficaces, qui fonctionnent bien. Ça, c'est l'influence de d'autres personnes qui a été importante dans sa vie. Ça a été Peter Hyams, le grand Peter Hyams, celui qui a commencé sa carrière comme scénariste, mais qui est devenu aussi un très grand cinéaste, qui était aussi monteur. Et David Schmoller a été son assistant sur Capricorn One. Ah bah j'adore moi Capricorn One. Donc et Peter Hyams, il a toujours eu aussi ce côté mentor. Tu vois, il a toujours été très proche des jeunes gens qui l'entouraient, tu vois, parce qu'il aimait beaucoup leur enseigner des choses. Parce que c'est Fred Decker, par exemple, qui me disait que c'était quelqu'un d'absolument généreux. C'est qui Fred Decker ? Fred Decker, c'était le réalisateur de Monster Squad, ça a été le réalisateur de Night of the Creeps. C'était le compère de Shane Black. Black, qui est devenu donc la star du scénario que l'on connaît. Mais c'est quelqu'un qui est une figure, on va dire, un peu culte du cinéma d'horreur. Enfin, quand je dis un peu culte, non, c'est une figure culte. Monster Squad, c'est un film absolument remarquable, comme Night of the Creeps. C'est quelqu'un qui a fait partie aussi des protégés de Joel Silver, entre autres. Ouais. C'est lui aussi qui a connu, en fait, un revers assez violent quand il a fait Robocop 3 plus tard. Ouais. Mais la personne, en tout cas, qui a été... et il a pris cher. Violent, il a pris très cher avec Robocop 3. Très, très cher. Mais quand je te dis, il a pris cher, il a pris beaucoup plus cher que nous avec Colt 45. Mais ce qu'il a fait, donc, Fred Decker, c'est qu'il a eu Peter Hyams, qui a été son producteur, et aussi, il était réalisateur seconde équipe, tu vois, sur le film qu'il a produit, qui était Monster Squad. Et il disait justement à quel point c'était quelqu'un qui était très généreux avec lui, très généreux avec Shane Black. Avec toutes les personnes vraiment qui l'approchaient, c'était quelqu'un qui a toujours été accessible et qui a toujours eu, en fait, il était comme Richard Donner, qui est aussi quelqu'un qui a beaucoup compté, tu vois, pour Shane Black et même pour Fred Decker, etc. C'était quelqu'un qui avait ce côté généreux, ce côté un peu paternaliste aussi. C'était aussi ce que disait Brian Helgeland au sujet de Richard Donner, et ses propos étaient aussi applicables à Peter Hyams. Peter Hyams, il a toujours été comme ça. Et il a eu, en fait, cette influence sur David Schmoller. Et quand on voit justement les films de Schmoller, la plupart, en tout cas ses premiers films, sont tous quand même assez efficaces. Et Tourist Trap, d'ailleurs, putain, il est ouvert sur une scène absolument démente, Fabrice. La scène d'ouverture, elle est vraiment bien. Il avait, en plus de ça, été très ingénieux pour la faire fonctionner. C'est la scène où l'on voit les objets voler à travers la pièce, et ça donne le ton tout de suite sur ce que le film va être. Et d'ailleurs, la scène était tellement efficace que Stephen King lui-même avait dit avoir... Enfin, il s'était déclaré être fan du film, rien que sur la base de cette scène d'ouverture. Cette scène d'ouverture l'a vraiment fait peur. Et faut le faire hein, quand tu t'appelles Stephen King. Hein. Ouais, bah Stephen King, il aime un peu tout, non ? Ah, c'est vrai. Il aime pas un peu tout, Stephen. Non, t'as raison. Stephen, il aime un peu beaucoup. Non, il avait aimé des trucs totalement bracalabrantesques. Ça, franchement, parfois, pour moi, ça n'a plus aucune valeur. Est-ce que tu dis, Fabrice, c'est absolument vrai, frappé au coin du bon sens, t'as raison. C'est-à-dire, le jour où Stephen King a dit qu'il avait aimé La Nuit à dévorer le monde, j'étais à what the fuck. Ouais. Je savais, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais là, ça devient vraiment... Là, pour le coup, t'as touché au PCP. Après, c'est un argument marketing qui est pas mal. C'est un argument marketing qui est pas mal. Mais en même temps, tu peux pas non plus douter de la sincérité de Stephen King. Mais là, en l'occurrence, c'était justifié. Contrairement à La Nuit à dévorer le monde. Hein. Bref. Et donc, quand tu voyais aussi la façon dont Schmoller réussissait, en tout cas... à construire le film, je trouve que le film est quand même très efficace dans son ouverture. La première partie, la façon dont il introduit par exemple le lieu, etc., je trouve que ça fonctionne. Après, il y a un flottement qui porte un peu préjudice au film, mais le film en fait redémarre à partir du moment où tu commences à t'aventurer davantage
sur le terreau de Texas Chainsaw Massacre. Mais c'est ça, tu vois, pour revenir à Texas, en fait, on parle d'Avatar chaque fois, mais si j'anticipe un peu le film de Gary Sherman, hein, tu vois, le premier film de Sherman, Deathline, Raw Meat, qui est rebaptisé Raw Meat, c'est aussi un avatar incroyable de Massacre à la tronçonneuse. Métro de la mort, surtout, enfin c'est ça le titre français de Deathline, c'est qui s'appelle le Métro de la mort. Le Métro de la mort, en fait, il avait quelque chose de particulier, c'est que c'est un film britannique, oui. mais surtout c'est un film qui a été fait vraiment dans la tradition, tu vois, des films d'horreur britanniques de cette époque. C'est-à-dire, oui, il y a Christopher Lee d'ailleurs. Oui, mais justement, Christopher Lee, mais souviens-toi l'antre du métro là, tu vois. Mais c'est l'antre des cannibales. Absolument. Quoi. Mais quand tu vois justement le film, tu te dis que c'est un film, par exemple, que Freddy Francis. Ou Peter Safdie ou même John Gilling aurait pu faire. On est vraiment dans cette tradition, tu vois, de films assez efficaces qui avaient été faits pour la firme Amicus. Là pour le coup, pour Tourist Trap, ce qui était étonnant, c'est qu'il reste sur le terreau de Texas Chainsaw Massacre, mais à un moment donné, c'est aussi ce qui va lui porter préjudice, parce que c'est très difficile quand tu fais un film qui suit à la trace un film aussi balèze que celui-là. Mais je suis pas complètement d'accord avec toi. Excuse-moi, Fatih, parce que je trouve que le film, effectivement, a une tradition anglaise, c'est-à-dire que tu sens le poids... Là, tu parles de Deathline. Je parle de Deathline. Moi, je continue de parler de Tourist Trap, là. Ah, pardon, excuse-moi. Je parle de Tourist Trap, Fabrice, parce que Tourist Trap, si tu veux, c'est déjà, quand tu t'appelles Toby Hooper, et que tu as fait Massacre à la tronçonneuse, déjà lui-même, il a eu du mal, si tu veux, à avancer dans sa carrière après avoir fait un film comme celui-là. Alors je te laisse imaginer ce que ça a dû être pour les autres qui ont cherché à le suivre. Et ça a été le cas justement avec David Schmoller quand il a fait Tourist Trap. C'est que malgré les qualités du film, malgré le fait que le film il reste néanmoins plaisant à regarder, il tente de se hisser péniblement au niveau de son modèle. Après, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas possible, le modèle est indépassable. Non, mais même pour Toby, ça a été difficile de pouvoir passer après. Alors, je te laisse imaginer. Là, après, il y a des choses, par exemple, qui vont à l'encontre. C'est-à-dire, les choses qui, pour moi, donnent, en fait, un grain de folie au film, ne sont pas des choses qui vont, en fait, dans le sens, ou alors qui ont cherché à prendre la direction de Texas Chainsaw Massacre. Par exemple, c'est la musique de Pino Donaggio. Ouais. La musique de Pino Donaggio est totalement folle. C'est-à-dire, c'est limite si tu te demandes pour quel film elle a été composée. D'ailleurs, Erwin Yablans, qui s'appelle le producteur, avait détesté la musique. Il avait vraiment détesté la musique et pour lui, ça a été vraiment un très gros problème. C'est pas métabolisé, quoi. C'est vraiment... ça fait pas corps avec le film. Non, du tout. Mais en même temps, tu vois, c'est ce qui lui donne, en fait, une certaine identité. C'est-à-dire... ça donne au film une tonalité assez parodique, et dans ce sens, le film fonctionne comme une parodie, j'ai envie de te dire, plus que comme un Avatar. Et moi, je préfère justement qu'un film puisse fonctionner à l'échelle de la parodie que de celle de l'Avatar. Mais après, tu vois, c'est aussi, ça aide à apprécier justement le film de la seule façon possible, c'est le second degré. Parce que si on prend un film comme Tourist Trap au sérieux, le film ne tient pas. Mais non. Voilà. Un séminoïde non plus. Hein. Oui, un séminoïde non plus, absolument. C'était ça. Alors après, tu vois, il a toujours, parce que Pino Donaggio, tu vois, ça a été vraiment ce qui s'appelle la carte Joker qui a permis justement de donner... Mais après, tu vois, Schmoller, il va loin, tu vois, c'est-à-dire, il va chercher quand même le monteur de Massacre à la tronçonneuse, Larry Carroll, et il en fait le scénariste. Le mec, il va demander à Ted Nicolaou, qui était l'ingé son de Massacre à la tronçonneuse, de devenir son monteur, tu vois, c'était impressionnant. Oui. Il a cherché désespérément aussi, tu vois, de se réapproprier l'ADN du film, quitte, tu vois, jouer avec, c'est-à-dire demander... Tous à l'époque. Il y a quelque chose... Enfin, c'est en ce sens-là que le film de Toby reste un monument, et un monument, aujourd'hui, on voit à quel point c'est un monument.
c'est même toi qui me l'as dit, Fatih, et je pense que tu as complètement raison. Le Massacre à la tronçonneuse, c'est le à bout de souffle du cinéma d'horreur. C'est vraiment, il y a un avant, un après. Ça me tue en plus de ça, parce que plus on parle de Toby, plus il me manque, mais surtout, plus je me haïs vraiment d'avoir... J'avais eu l'occasion de travailler avec lui, et c'est moi qui... c'est moi qui ai dit non. Ouais. Quelle honte. C'était en 2012, c'était à l'époque où je faisais la tournée des agences américaines. À cette époque-là, j'étais en train de préparer Stark. Je venais de finir d'écrire un film pour Johnito. J'avais d'autres projets qui allaient, mais tu vois, c'était quand même des trucs qui étaient quand même assez importants. Et je crois que c'était à UTA, je crois. C'était l'une de ces agences-là et tout qui me disait, ouais, tu sais, Toby Hooper cherche un scénariste pour faire un film, etc. Il a cette idée-là, il aimerait bien pouvoir trouver un scénariste pour pouvoir la développer. Toi, tu connais son travail. Je connais très bien son travail. C'est bien dommage, mon fait, parce que Toby était un homme... Moi, j'ai eu la chance et le grand bonheur de le rencontrer 2-3 fois, et c'était un homme vraiment admirable. Ouais. Très gentil. Il avait une affreuse veste jaune canari, mais j'ai un souvenir de lui... Vraiment incroyable. Non, mais là, pour le coup, tu vois, j'ai été bête, vraiment. Je regrette, parce que c'est quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment brillant, quoi. Et tu vois, par exemple, aussi pour Tourist Trap, à un moment donné, on avait parlé dans les suppléments des Crocs du Diable, toi, t'étais étonné justement de trouver Jason Miller, par exemple, dans un film espagnol, etc. Et puis après, on s'était mis à parler de cette époque justement où il y avait des acteurs et tout qui s'aventuraient au-delà des frontières américaines pour pouvoir faire carrière. Et on parlait justement des personnages, en tout cas, des acteurs, si tu veux, qui avaient des parcours qui étaient semblables aux personnages de Rick Dalton dans Once Upon a Time in Hollywood. Mm-hmm. Et en fait, quand tu vois Tourist Trap, dedans, il y a une participation qui est quand même assez étonnante, c'est celle de Chuck Connors. Chuck Connors, c'est une star du western, c'est quelqu'un qui connu comme étant The Rifleman. C'était les séries justement western à succès. C'est quelqu'un qui a fait énormément qui s'appelle de petits westerns aux États-Unis et aussi en Italie. Il avait été la star de Tuez-les tous et revenez seuls d'Enzo Castellari, qui était quand même un très très beau film. Et Chuck Connors faisait partie en fait de ces comédiens qui avaient servi en fait de modèle à Tarantino pour Rick Dalton. Parce que c'était des acteurs en fait qui n'ont pas pu assurer la transition parce qu'ils avaient cette rigidité là. Et ce qui était drôle, c'est que David Schmoller, quand il a fait après Téléterror, qui était le film qui a suivi Tourist Trap, il avait utilisé dedans Vince Edwards, et Vince Edwards faisait partie aussi justement des acteurs que Tarantino avait pris pour modèle pour le personnage de Rick Dalton dans Once Upon a Time in Hollywood. Et j'ai envie de te dire, Tourist Trap aussi, il prend, si tu veux, cette petite importance dans le sens où, si on veut vraiment aussi s'intéresser à l'histoire, à la petite histoire justement d'Hollywood à travers justement ces acteurs qui n'ont pas su assurer cette transition-là, Tourist Trap est là aussi justement pour servir de document complémentaire à Once Upon a Time in Hollywood. Absolument. On va passer à Mort ou Vif de Gary Sherman. Mm-hmm. Donc, Mort ou Vif, c'est un film de 87. Mmh. C'est un film que j'ai eu énormément de plaisir à revoir. Fatih, c'est vraiment... Là aussi, c'est un avatar, bien sûr. C'est un avatar... C'est un avatar, là, pour le coup. Ça a été c'était pas la première fois, hein, mais c'était quand New World, la compagnie de Roger Corman, cherchait à empiéter sur le territoire de la Canon. Hein. Et ça a continué jusque dans les années 90. Hein. Alors que la Canon était déjà morte, elle continue de faire les films à la Canon. Alors, le film est vraiment étonnant. Hein. Enfin, Roger Hauer dans ce film est complètement improbable. Donc, Roger Hauer, bien sûr, c'est Blade Runner, mais c'est aussi Hitcher qui avait été un succès, mais colossal. Ah, mais grave. Et surtout, en parlant d'Hitcher, faisons une petite transition avec Tourist Trap. Le photographe de plateau de Tourist Trap, c'était Robert Harmon, qui a fini par devenir le réalisateur de Hitcher. Donc là, on est vraiment, c'est Nick Randall travaille donc pour la CIA. Il travaillait pour la CIA avant de devenir chasseur de primes.
Ses anciens employeurs lui proposent une mission à $250 000. Il accepte sur le champ. La feuille de route, mettre au lave-main sur Malek Al-Rahim, responsable d'une explosion dans un cinéma qui fait 138 morts. Et alors, il y a une véritable course contre la montre qui s'engage entre le justicier solitaire et le dangereux terroriste qui a juré de mettre Los Angeles à feu et à sang. C'est un film profondément, complètement arabophobe. Ah ouais, c'est d'ailleurs Vraiment. c'est-à-dire c'est le gros problème de ces films-là. C'est-à-dire si on doit, c'est important de contextualiser en fait l'historique de cette époque et pourquoi ces films ont été faits. Et moi, je le regrette. Hein. Étant arabe, étant musulman, quand tu regardes un film comme celui-là, c'est quand même assez difficile de l'apprécier. C'est-à-dire, mais c'est Gene Simons qui fait Gene Simons. C'est Gene Simons. Non, mais Gene Simons, c'est quelqu'un que chanteur de Kiss, que je n'aime absolument pas. C'est quelqu'un qui a toujours été. Il revendique sa xénophobie. C'est lui qui fait Malak Al-Rahim, qui était une horreur. Qui était une horreur. Ce qui était ouf aussi, c'est que dedans, tous les personnages arabes et tout sont tous joués par des acteurs israéliens ou des acteurs latinos, des acteurs arabes. Et le truc, c'est que à l'époque, donc, quand des films comme ceux-là ont été faits, parce que déjà, d'une part, c'était l'Amérique cherchait en tout cas un nouvel ennemi. Et là, pour le coup, c'est-à-dire, eux, ils ont perdu la guerre du Vietnam. Mais après, ils ont eu, en fait, cette victoire symbolique du conflit à travers Stallone et Chuck Norris. Et la fin de la guerre du Vietnam aussi, ça a un peu coïncidé avec le début de la guerre au Liban, tu vois, qui a duré 15 ans, qui a commencé en 75. Et il y avait aussi le conflit israélo-palestinien. C'était une époque qui était quand même assez trouble. Et c'est pas les films de gauche, quoi. Non, mais c'était l'Amérique qui avait trouvé, si tu veux, son nouvel ennemi après le Vietnam. C'est bien réac. Et surtout après le Russe. Mais il fallait pas non plus, si tu veux, faire attention avec l'ennemi russe, c'est qu'il fallait pas troubler la détente entre les USA et l'URSS. Et mais là, après, si tu veux, pendant cette courte période, ça a changé en fait en 89. Ça a changé en 89 quand il y a eu l'attentat du vol Avianca 203 qui était attribué à Pablo Escobar. Et là, tout d'un coup, les méchants n'étaient plus des Arabes, mais c'était devenu des Latinos narcotrafiquants. Mais là, on est en 87. Et là, on est en 87, on est dans cette période. D'ailleurs, le film, il utilise justement comme point de repère historique certains éléments, certains graves événements qu'il y avait eu durant la guerre du Liban, comme l'attentat de Beyrouth en 78. Et le film est vraiment en fait un avatar des films de la Canaan. Tu vois, les films comme Delta Force, tu vois, de Menahem Golan. La plupart des films justement de Chuck Norris, comme aussi Invasion USA de Joseph Zito, qui reste quand même, que j'aime beaucoup. J'adore. Que j'aime beaucoup. C'est formidable. Et tu sais qui est fan de Invasion USA? Martin Scorsese. Martin Scorsese est fan de ce film-là. Pourquoi? Parce que pour lui... Mais Martin Scorsese est fan de non, tout. Martin Scorsese a bon goût. Mais surtout, c'est que... Mais bien sûr il a... C'est-à-dire, quand tu lui demandes de parler de certains films, justement, qui peuvent paraître un peu bizarres, tu vois, parmi ses films préférés, il t'expliquait que un film comme Invasion USA, en fait, continuait de faire vivre la tradition, par exemple, de petits westerns, tu vois, ou même de westerns comme Shane, tu vois, avec Alan Ladd. Où tu vois, t'as des héros, très justement, bien. Tu vois, qui sont silencieux, etc., qui sont face à une espèce d'ennemi, mais tu vois, qui a une stature pas possible. Et c'est un peu le cas aussi de Dead or Alive, tu vois, avec quand tu vois le personnage de Gene Simons, tu vois, c'est une espèce de monstre, tu vois, mais qu'on arrive totalement démesuré. Et t'as toujours ce héros, tu vois, qui est silencieux, qui est en fait l'héritier symbolique de Gary Cooper et de Alan Ladd. Ça, tu le vois de façon claire dans Invasion USA. Et c'était ce que Martin Scorsese avait apprécié. Mais je trouve que Invasion USA est un film qui, même s'il est très caricatural, même s'il est démesuré, fonctionne énormément. Fonctionne très bien, pardon. Mort au vif est légèrement caricatural aussi. Il est trop caricatural. Le truc, c'est que Gary Sherman, en fait, mais c'est délicieux. Non, c'est un cinéaste, encore une fois, qui est un peu comme... Moi, j'adore Gary Sherman. Attention, Fatih. Non, mais moi, vraiment... Et je pense qu'il a fait un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, selon moi. J'adore Vice Squad. Non, pour moi, Vice Squad, c'est vraiment un film que j'adore, que je porte au nu, pour plein de raisons. Mais je trouve que ce film va très très loin. Il y a la construction d'un méchant qui est absolument incroyable, Ramrod, qui est vraiment fou. La photographie du film est folle. C'est John Alcott. C'est vraiment un film que j'aime profondément. C'était un film, mais ça aussi,
remaké, je pense. Non, mais tu vois, c'est bien tout le monde. C'est le film, il est vraiment assez. Enfin, j'ai envie de te dire, ça fait aussi partie de. Ça permet aussi de pouvoir, en tout cas, cerner davantage quelqu'un comme Gary Sherman. C'est-à-dire, Gary Sherman, c'est quelqu'un en fait qui est efficace, mais qui a toujours fait partie justement de ces réalisateurs qui se sont jamais éloignés, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais voulu tracer leur propre chemin, tu vois. Ils ont toujours suivi, en fait, un sentier qui a été tracé. Mais après, il avait le mérite de bien le suivre. C'est-à-dire, quand tu vois Le Métro de la Mort, il faisait son Freddy Francis, il faisait son Peter Stasi. Oui, mais c'est son premier film. Ouais, mais même avec son deuxième. C'est un film qui a fait sensation Non, à l'époque. non, mais je l'ai revu dernièrement, le film a très bien vieilli. Oui. Mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Par exemple, Réincarnation, Dead and Buried, que j'adore, il cherchait à faire son George Romero. Quand il fait Vice Squad, là, il voulait faire son William Friedkin, il voulait faire son Paul Schrader. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que tu peux voir Vice Squad, Descente aux Enfers, le titre français, comme étant une continuité de hardcore de Paul Schrader. Parce que le personnage de Susan Hubley est le même. Oui, mais c'est exactement le même. Fatih, j'aimerais revenir à Deathline juste 30 secondes, parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un film qui s'inscrit dans une certaine tradition du cinéma d'horreur britannique. Ah, la Amicus, absolument. Avec Christopher Lee, etc. Mais qui anticipe, forcément, qui reprend des éléments de Texas. Mais tu vois, qui aussi qui anticipe en fait l'idée d'un New York de maniaque et de taxi driver. Tu vois, sur le Londres de Deadline, en fait, me fait penser à ce que Scorsese et d'autres vont faire dans le New York de 75, par exemple. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est un film presque entre deux, quoi. Alors, ce qui était étonnant, c'est que c'est-à-dire si Deathline aussi a été en fait important, tu vois, mais c'est-à-dire montrer, si tu veux, le monde souterrain en fait de New York, mais surtout parce que déjà le fait de parler justement de films comme c'est-à-dire quand tu parles de polar urbain new-yorkais, c'est déjà très difficile de ne pas penser, si tu veux, aux nombreuses scènes qui se sont situées dans le métro, tu vois, et qui ont été le théâtre de scènes totalement atroces. Tu vois, j'ai envie de te dire, tu parles aussi d'un film comme L'incident de Larry Pierce, avec Tony Musant et Martin Sheen qui terrorisaient une rame de métro. Tu vois les scènes les plus marquantes de Maniac. Ça se passe dans le métro. Tu vois la scène de Days Wish, du justicier dans la ville, tu vois. Mais c'est 72, Deathline. Ouais, absolument. Mais encore une fois, mais dis-toi que le film, par exemple, le film. Oui, le film, mais avant tout, c'était avant tout un écrit. C'est-à-dire, Deathline a marqué quelqu'un qui a été ensuite, qui est toujours une figure incontournable de la littérature horrifique. C'est Clive Barker. Parce que Clive Barker, quand il a écrit Midnight Meat Train, Midnight Meat Train est en fait une continuité, en fait une révision, une relecture du Métro de la Mort. C'est exactement la même chose. Ils en ont fait un film d'ailleurs. Et c'est Ryuhei Kitamura. Ryuhei Kitamura, moi je considère que c'est son meilleur film. J'ai jamais été fan de Kitamura. C'est quelqu'un que je n'apprécie pas, mais déjà humainement, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à 2 reprises et j'en suis absolument pas fan. Mais je trouve que ses films pour la plupart, sont assez surestimés. Mais par contre, je trouve qu'il a fait un travail absolument remarquable avec Midnight Meat Train. Et Midnight Meat Train, pour moi, est en fait... c'est le double programme idéal avec Deathline, avec le Métro de la Mort. Le truc, c'est que quand Gary Sherman donc, fait Vice Squad, il le fait vraiment parce qu'il y a eu Cruising et il y a eu Hardcore, mais surtout, en plus de ça, il a même repris à son compte la maquette d'un des posters de Cruising pour pouvoir vendre le film. Le film sort vraiment mais le film est vraiment bien, mais c'est un film, si tu veux. L'ouverture, souviens-toi de l'ouverture. Avec la chanson Bang Bang Shoot 'em Up de Wings Hauser. La chanson Neon Slime. C'est ça, mais c'est que Wings Hauser a écrit et chanté. Il faudrait qu'on l'écoute là. Non, elle est superbe cette chanson, mais en plus de ça, ce que j'aimais bien, c'était justement le couplet Bang Bang Shoot 'em Up. Ça m'a toujours marqué. Donc, tu vois, il cherche. Quand il fait le Métro de la Mort, c'est Freddy Francis, c'est Peter Sasdy. Quand il fait Réincarnation, tu vois, c'est George Romero. Quand il fait Vice Squad, il fait son Friedkin, il fait son Paul Schrader. Mais quand il fait Wanted Dead or Alive, là, il cherche à faire son Walter Hill, il cherche à faire son John Milius, bien sûr, il cherche à faire son Michael Mann. Bien sûr, mais tu vois, de toute façon, il a une carrière difficile. Je crois que son dernier film, c'est Poltergeist 3, quoi. C'est horrible, c'est-à-dire. terrifiant. Non, mais le dernier
bon film de... Ah putain, ouais, j'ai envie de te dire, ça fait mal, quoi. Mais je trouve vraiment que, même, moi, encore une fois, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment un problème avec l'arabophobie, justement, moi, j'aime bien. de Mort ou Vif. Mais honnêtement, je trouve que Vice Squad était vraiment un super film. Puis surtout, il y a quelque chose vraiment qui s'appelle de très bon dans Wanted. Par contre, c'est que le film, il a quand même une très belle forme. Et d'ailleurs, justement, c'était quelque chose dont que j'avais mis. Je me demande si j'en avais parlé à l'époque dans Mad. J'aimais beaucoup, en tout cas, la façon dont Gary Sherman avait éclairé justement toutes les parties industrielles oui, le loft. Voilà. Souviens-toi de ce loft incroyable. Et le chef-op, en fait, c'est Alex Nepomniachtchi. Et c'est quelqu'un, en fait, que j'ai retrouvé. Mais il sait s'entourer, Sherman. Il sait s'entourer. Quand il fait Vice Squad, c'est John Alcott. C'est quand même pas n'importe qui. C'est le mec qui a fait 2001, Shining, Barry Lyndon. Attention. Non, il sait s'entourer. Mais Alex Nepomniachtchi, c'est quelqu'un vraiment que les gens ont découvert lorsque il a fait la superbe photo de Narc, de Joe Carnahan. Ouais, bien sûr. Et je me souvenais en avoir parlé justement dans Mad à l'époque, tellement j'avais trouvé que son travail de composition, c'est-à-dire il a vraiment épaulé Joe Carnahan qui était pas très à l'aise, tu vois, c'était quand même c'était un premier film, pour lui c'était un premier film alors que c'était son deuxième film, mais il avait besoin en tout cas de pouvoir trouver une identité visuelle qui soit suffisamment forte, et Dieu merci, il l'a trouvé à travers Alex Nepomniachtchi, qui lui est vraiment, sait magnifier par exemple les décors industriels, tu vois, un peu urbain, mais tu vois, primitif. Quand tu la ville est profondément industrielle à l'époque, enfin, tu vois, exactement. Mais en plus de ça, ce qui était aussi étonnant, c'est que dans les parties alors, indépendamment de San Pedro, etc. Mais quand il tourne vraiment dans les parties industrielles, du côté de El Segundo, du côté de Vernon, etc., il y a beaucoup de ces parties-là qui n'existent plus. Ça fait partie, si tu veux, de ces films, même si il n'a pas en tout cas une tonalité urbaine très prononcée. Tu peux aussi le voir comme étant en fait un film qui montre un Los Angeles qui n'existe plus. Absolument, Fatih. On va parler de la course à la mort de l'an 2000 de Paul Bartel. Alors Paul Bartel, c'est notre chouchou, Fatih, à moi. Bon, alors, Paul Bartel est vraiment un réalisateur important pour moi. T'as nommé tes personnages Pierre Bartel. Ouais, Paul Bartel. Bartel. En fait, pourquoi ? Parce que quand avec Romain Prota, quand on commençait à écrire Calvaire à l'époque, un jour, on apprend la mort de Paul Bartel. Et on était en train de travailler tous les deux. Et c'est comme ça qu'on a rendu hommage à Paul Bartel en nommant le personnage de Jackie, Paul Bartel. Bah ouais, et puis merci Romain, et puis faisons un clin d'œil à Romain Prota, très bon scénariste, quelqu'un de bien, un camarade. Salut Romain, j'espère qu'on se reverra prochainement. Alors, le film La course de l'an 2000 est un film... Course à la mort de l'an 2000. Course à la mort, bien sûr. Il y a eu un remake inepte. Non, mais n'en parlons même pas. Inepte. Il n'avait même pas besoin d'être fait, ce remake. Non, absolument pas. Qui l'a demandé, ce remake ? Pas moi. Mais à l'époque, ce film, il est de 75. Ce film est d'une modernité absolument implacable. Le film qui fait justement que alors déjà, il y a les deux choses les plus incroyables qui doivent être dites au sujet de la course à la mort de l'an 2000. C'est que, alors, tous les films dont on a parlé jusqu'à présent, que ce soit Inséminoïde, que ce soit Mort ou Vif, que ce soit Tourist Trap, etc., c'était tous des avatars de... Alors, Course à la mort de l'an 2000 est un avatar. Et c'est un avatar de Rollerball. Simplement, Corman était... De Norman J. Wilson. Et oui, précisons. Et le truc, c'est que Roger Corman était quelqu'un qui donc savait produire très vite, faire des films très vite. Et lorsque le Rollerball en fait était sur le point de sortir, lui il s'est dit ça va être un film qui va être énorme, sur lequel le studio va miser un paquet d'argent, ne serait-ce qu'à l'échelle du marketing. Donc tirons profit justement du marketing de Rollerball pour pouvoir faire un film justement qui soit fait dans la veine de Rollerball, mais qui serait sorti avant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Death Race 2000 a été conçu à cause de Rollerball,
Mais il a réussi en fait à devancer Rollerball dans sa sortie. Mais c'est le flair aussi de Corman. Ouais, ça. c'est le flair de Corman, on est d'accord. Mais parce que le film est produit par la New World Pictures. Mais le truc de des malade, frères le truc de fou, c'est que comparé à tous les autres films, Inséminoïdes, Wanted, Tourist Trap, c'est que c'est le seul Avatar qui a su se hisser au niveau de son modèle et même aller au-delà. Ouais. Et même, contrairement au Rollerball, il a résisté à l'épreuve du temps. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que un Avatar ait réussi à faire mieux en fait que le film original, c'est suffisamment rare pour être souligné. Ça, c'est fou. Mais surtout aussi, et c'est ça qui est vraiment incroyable et qui fait vraiment peur, c'est que si le film est vu en fait comme une satire, tu vois, sur voilà ce que le monde va devenir. Être. Voilà. Aujourd'hui, on peut le voir comme un document de notre époque. C'est ça. C'est un film qui s'est révélé être prophétique, mon Dieu, quoi. Attends, mais je te laisse imaginer à quel point ça fait mal. C'est de se dire, Paul Bartel, franchement, il l'a pas vu venir, ça. Non. Qui aurait pu voir ça? Qui aurait pu voir ça venir? Et ça, c'était incroyable. Il y a quand même un Sylvester Stallone dans le film qui est absolument prodigieux de cabotinage. Il est génial, il cabotine, mais comme c'est pas possible. On voit le mec qui a vraiment I wanna be, quoi. Ah non, je veux en être, quoi. Je veux en croquer. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que Death Race 2000, la course à la mort de l'an 2000, il l'a jamais vraiment quitté, en fait, au cours de sa carrière. Parce que lorsqu'il a fait, si tu veux, d'autres films de SF, tu vois, dystopiens, c'était jamais éloigné de Death Race 2000 quand tu parles de Demolition Man et même quand tu parles de Judge Dredd. Et alors, Judge Dredd, le film, je trouve le film horrible, mais ce qui est étonnant, c'est que le film de Paul Bartel, Death Race 2000, a eu en fait une influence considérable, non pas à l'échelle du cinéma, mais il a inspiré pas mal de cinéastes, mais il a eu en fait une influence considérable sur le comics. Et il y a eu en fait, tous les fans de comics connaissent 2000 AD, qui était culte, c'est-à-dire pour nous, c'était... Mais il a un petit côté Barbarella, hein. Oui, mais là... Il a un petit côté Barbarella, mais moi, là, je trouve. en l'occurrence, le film, en fait, a eu une influence directe, en fait, sur ce magazine. Et ça a été... C'est l'univers de Judge Dredd, en fait, c'est dans 2000 AD que Judge Dredd a vu le jour. Et John Wagner, qui est un excellent scénariste de BD, il avait donné, par exemple, à l'excellent dessinateur Carlos Esquela, des photos de la course à la mort de l'an 2000 pour définir l'allure du personnage de Dredd, mais surtout l'univers. Et et ça a eu, en fait, un tour complet lorsque 20 ans plus tard, si tu veux, après que le film ait été fait, Corman a demandé à Pat Mills, qui est un excellent scénariste de BD, à qui on doit par exemple Charlie's War, qui est une superbe bande dessinée qu'il avait fait avec John Colquhoun, et il a demandé à Kevin O'Neill, qui nous a quittés dernièrement, que Dieu ait son âme, et qui était un génie, c'était lui à qui on doit les super beaux dessins de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore, de faire une suite à Death Race 2000, à la course à la mort de l'an 2000, en BD. Et ça a été fait, il y a eu un court run, hélas, le comics n'a pas été terminé parce que bon, ça n'a pas très bien marché. Ça s'appelait Death Race 2020, qui s'appelle 2020, et tu reprenais les événements 20 ans après le film. Alors, je vais quand même dire que, pour ceux qui n'ont pas vu le film, que c'est une sorte de critique féroce du spectacle de la violence. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est une course improbable. Il y a David Carradine qui est un personnage... il faut le voir. Super. Vraiment... on comprend à quel point... il a fait voler en éclats son image de Shan Quan Kane dans Kung Fu. Enfin, il est fou dedans. Et donc, c'est une espèce de course où tout est permis. Ouais, et donc, on tue des enfants, on tue des vieux. Du volant, voilà, c'est ça. Et donc, pour un enfant, on a autant de points. Pour une vieille dame, on a autant de points. Pour un handicapé, on a autant de points. Enfin, c'est vraiment... Tout est permis, c'est vraiment un spectacle complètement débridé, d'une violence folle et en même temps très incorrect. Alors, politiquement complètement incorrect, impossible de faire ce film aujourd'hui. Bah oui, parce que quand on... Non mais surtout, c'est à quoi bon faire un remake de ce film? Moi je comprends pas pourquoi est-ce que ce remake de merde a été fait, putain de merde. Le film, il est très bien comme ça, mais surtout, aujourd'hui, il est encore plus d'actualité que jamais. À quoi ça sert d'avoir justement fait un remake de ce film-là? Le film est toujours d'actualité. C'est ça qui est totalement fou. Et tant
attends, s'il te plaît, le film aujourd'hui, tu vois quoi? C'est tout le monde aujourd'hui. C'est-à-dire la manipulation des médias, la xénophobie, les néo-nazis qui s'affichent sans complexe, la mort qui se donne en spectacle, et un président qui annonce horriblement Trump. Oui, et puis la politique du spectacle, le populisme, toutes ces conneries-là, quoi. Absolument. Et c'est franchement ça, moi, qui me... Et pour revenir justement, c'est quand tu avais le discours critique de George Bush Jr. à l'égard de la France pour son refus de s'engager dans la guerre en Irak à l'époque, j'avais l'impression de voir, tu vois, les discours du président qui cherchait à blâmer les Français sur le sabotage de la résistance dans le film. Ce sont ces Français, voilà, c'est à cause de la France. La France, voilà, on est devenu le bouc émissaire. Et mais dans la vie, c'est-à-dire dans un contexte géopolitique grave, on avait un équivalent au cinéma, c'était celui-là. Ça fait peur. Alors, Fatih, juste, j'aimerais faire une parenthèse sur la production du film, parce que c'est un film qui est produit par Roger Corman, avec la New World Pictures. Et la New World Pictures a fait énormément a produit énormément de films. Je pense à Cannonball, je pense à Piranha, je pense à Galaxy of Terror, Angel, la trilogie Angel. Il y a aussi, il fait partie de la Midnight Collection chez Carlotta. Tu te souviens de la tagline de Angel? Oh putain. Impossible aussi aujourd'hui. La tagline, c'était bon élève la journée, bonne paix la nuit. Ouais, c'est ça. Magnifique. Je pense aussi à China Blue de Ken Russell. Oh putain, non, mais ça, en 84. Non, mais la New World, si tu veux, elle a été... c'est-à-dire déjà aussi, la New World a... Contrairement à son rival de l'époque, qui était la Canon, la New World elle a eu quand même une espérance de vie qui était incroyable. Mais c'était quelqu'un aussi... Enfin, c'était une entité qui a su aussi s'adapter. Oui. Qui a su s'adapter au marché de la vidéo, parce qu'à un moment donné, New World, c'était surtout beaucoup de films qui étaient des directs to vidéo. C'est-à-dire, la New World, par exemple, lorsqu'elle s'est repris, elle a repris à son compte la mode des films de kickboxer, suite au succès de Van Damme. C'est-à-dire, la New World avait fait quand même un sacré carton vidéo avec la série des Blood Fist avec Don Dragon Wilson. Et ça aussi, tu vois, c'était des films qui tournaient en boucle dans les vidéoclubs. Mais vraiment. Et New World, en fait, c'est fou les cinéastes qu'il y a, tu vois, parce que ça va de Paul Bartel, mais il y a aussi Monty Hellman, Ken Russell, Joe Dante. Tu vois, enfin, c'est quand même quelle époque, quoi, incroyable. C'était une sacrée époque, et puis surtout, et encore une fois, ce qui était étonnant, c'est que Corman, donc, il ne s'en cachait pas, et c'était d'ailleurs ce qui faisait tourner la boîte, c'était toujours des films, donc, qui se faisaient en réaction à des gros titres de studio, mais les avatars ont fini en tout cas par faire partie de l'histoire du cinéma. Oui. C'est incroyable. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu Les Dents de la Mer, on n'aurait pas eu Piranhas. Non. Putain de merde, Piranhas aujourd'hui est devenu un film méga important. Oui. Mais déjà à l'époque, quand il est sorti, tu vois, on était là. Waouh! Et d'ailleurs, celui qui a volé la vedette à tout le monde dans le film, c'était Paul Bartel. Paul Bartel est incroyable dans Piranhas. Dans le rôle de oui, parce que Paul Bartel a été un acteur aussi, il a énormément tourné. Ouais. Joe Dante, elle l'a toujours bien utilisé. Et, mais surtout, quand tu le vois dans Piranhas, tu vois, c'était le moniteur de colo, quoi. Ouais. Qui limite, il gueule pas sur les mots. Allez, baignez-vous, prenez du bon temps, etc. Genre, il leur gueule dessus. Toi, tu sais ce qui va se passer. Toi, t'as vraiment le cœur, si tu vois, qui se dit merde. Et le truc qui est horrible, c'est quand il se rend compte de ce qui va arriver, de ce qui est en train d'arriver. Il est le premier à se jeter à l'eau pour sauver le plus de monde possible. Et quand Bradford Dillman arrive sur place, quand il voit Paul Bartel est détruit. Mais tu y crois. C'est-à-dire vraiment, quand tu le vois, tu te dis, mais putain de merde, mais quel talent d'acteur. Et quand tu le vois aussi en train de parodier un personnage, la Lionel Atwill, dans le sketch de l'homme invisible de machin de Cheeseburger Film Sandwich de John Landis. Putain de merde, mais qu'est-ce qu'il était brillant dedans. Ouais. Et quand tu le vois dans
Même, tu vois, il était excellent dans Gremlins 2. Ben oui, quand bien il sûr. le faisait intervenir comme, tu vois, c'est le gérant du cinéma que l'on appelle. Là aussi, c'est une carrière assez étonnante et un peu malheureuse en termes de mise en scène. Hein. Bartel. Aujourd'hui, les gens connaissent un peu la course à la mort de l'an 2000. Ils connaissent Eating Raoul. Eating Raoul est un film mortel. Ah, mais moi, c'est génial. Non, ce film-là est brillant, formidable. Vraiment brillant. Et puis surtout, tu vois, j'adorais aussi le fait qu'il ait sa diva, qu'il ait, tu vois, il avait sa Liv Ullmann, c'était Marie Voronoff, qui a toujours été géniale. Il avait sa divine. Ah oui, c'était ça. C'était vraiment, c'était ça. C'était sa Liv Ullmann, c'était sa Bibi Anderson. C'était Marie Voronoff. Et elle a toujours été brillante dans ses films, mais c'est-à-dire c'est quelqu'un qui surtout est incroyablement drôle, c'est-à-dire c'est un personnage, Paul Bartel. Oui. Et il est à hurler de rire, mais il a surtout c'est difficile de ne pas penser à Paul Bartel sans sourire, parce qu'il est toujours il a toujours été fun, c'est-à-dire que t'es content de le voir quand tu le vois à l'écran. Mais pourtant, tu vois, ce qui était quand même un peu dommage, ça a été sur la course à la mort de l'an 2000. Lui et Roger Corman, ils ont eu en fait un accrochage sur le ton du film. C'est-à-dire quand Corman avait commencé le développement du film, tu vois, il en a fait un film très sérieux. Un film très noir, très violent. Et après, ça a été... non, quoi, c'est pas possible. Paul Bartel, il était là, non. C'est-à-dire, il fallait justement revoir le film en long, en large et en travers et tout pour pouvoir lui donner la dimension d'une satire. Et oui, parce que l'aspect satirique chez Bartel est très important. Mais non, mais surtout... et on le voit énormément dans Eating Raoul, par exemple. Mais bien sûr, vois, là, mais surtout dans le contexte d'un film de SF comme celui-là, c'est vraiment l'humour du film qui l'a rendu à l'épreuve du temps. De la même façon, par exemple, qu'un film qui doit beaucoup à Death Race 2000, que je n'ai pas hésité à comparer à Death Race 2000 lorsque je l'avais vu à sa sortie, c'était Battle Royale de Kenichi Fukasaku. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et ce qui fait fonctionner un film comme Battle Royale, indépendamment de son efficacité visuelle. Putain, on parle de Fukasaku. Oui, mais il a un ancrage qui est beaucoup plus réaliste. Oui, tu vois, la course à l'an 2000, la course à la mort de l'an 2000, il y a presque un côté fantôme de l'opéra, quoi. Mais quand tu vois Battle Royale, c'est drôle. Battle Royale, c'est très très drôle. C'est quand même très satirique. Il y a des scènes dedans, tu te dis, c'est totalement improbable. Tu ne peux pas t'empêcher de rire. Et il y a pareil aussi, justement, dans Death Race 2000. Battle Royale, pour moi, c'était aussi une piqûre de rappel. Ça m'a rappelé que oui, la course à la mort de l'an 2000 existe toujours. Et c'est le film que tu avais envie de revoir tout de suite après avoir découvert Battle Royale. Et c'est à ce moment-là que tu te rendais compte que, putain, le film, il n'a pas pris une ride. Non, le film a fait des petits. Le film a vraiment fait des petits. Et surtout, il est d'une modernité, comme tu disais tout à l'heure, absolument implacable. Et c'est étonnant que Roger Corman a cherché, après que le film a été fait, tu vois, comment dire, de retirer en tout cas que s'appelle de l'humour du film. Paul Bartel, il l'a vraiment très mal pris quand il disait c'est quand même con et tout que Roger Corman a cherché à faire le truc. Mais après, quand tu vois par exemple à quoi ce qu'aurait donné en fait Death Race 2000 sans humour, t'as la réponse juste après, c'est Cannonball. Cannonball, c'est totalement ça. Alors le film, ça reste un film fun, mais c'est un film qui n'a pas passé l'épreuve du temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, par exemple, quand tu leur parles de Cannonball, ils ne vont absolument pas penser au film de Paul Bartel, ils vont systématiquement penser au film avec Burt Reynolds, Jackie Chan, Dean Martin, Sammy Davis Jr., etc. Et ça, c'est vraiment... tu te rends compte à quel point c'est en le mettant en perspective avec Cannonball que tu te rends compte que c'est l'humour, en fait, qui a été un élément clé pour son appréciation, mais à l'échelle du temps, quoi. Merci, Fatih, pour ça. On va conclure cet épisode 2, donc en vous rappelant que la Midnight Collection chez Carlotta, il y a plein de titres, il y a plein de choses. On n'en a fait que 4, mais il y a les Basket Case, The Boys Next Door. Frankenel l'auteur, les amis. Oui, puis il y a les films de Glenn Close, Exterminator. Enfin, tout ça sont des films que vous pouvez choper chez Carlotta, la Midnight Collection. Fatih, je te retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. Plaisir. Au plaisir, Fabrice. Merci aux auditeurs. Merci de nous avoir suivis.
Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode 2 de Obsession. Merci à Fatih, merci à Troisième Oreille, merci à Vincent-Paul Boncourt et à toutes les équipes de Carlotta Film. N'hésitez pas à nous donner vos avis et impressions sur tous les réseaux sociaux de Carlotta et sur le site carlottafilm.com. Nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode disponible sur toutes les plateformes. Longue vie à Obsession et vive le cinéma. Encore merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Pour compléter ce podcast, une petite synthèse des choses à retenir pour apprécier davantage votre écoute d'Obsession. Les dates à retenir. 1974, date de sortie de Massacre à la tronçonneuse. Comme l'année précédente, qui a été marquée par les sorties de Magnum Force, L'Exorciste et Opération Dragon, 74 va lancer l'œuvre de Tobe Hooper et amorcer une succession d'avatars qui continueront d'envahir les salles de quartier jusqu'au début des années 80. Parmi eux, Tourist Trap de David Schmoller. 1975, date de sortie de Rollerball de Norman Jewison et celle de La course à la mort de l'an 2000 de Paul Bartel. La mise en chantier de Rollerball avait donné l'idée à Roger Corman de développer La course à la mort de l'an 2000. Et il avait réussi l'exploit de le concevoir et de le sortir 2 mois avant la sortie officielle de Rollerball afin de profiter au maximum de son exposition médiatique et en s'y attachant comme œuvre complémentaire au film de Jewison. 1979, date de sortie d'Alien de Ridley Scott. Le succès planétaire du film a engendré une série de films spatiaux horrifiques exploitant ad nauseam le même concept. Un équipage de vaisseaux pris au piège par un monstre extraterrestre. Contamination de Luigi Cozzi, La galaxie de la terreur de Bruce Clark, Parasite de Charles Band, Créature de William Malone et X-Tro de Harry Davenport sont les principaux titres auxquels s'ajoute Inséminoïde de Norman J. Warren. Au sujet de Mort ou Vif de Gary Sherman, les noms à retenir sont ceux de ses principales influences, Walter Hill et John Milius. Soucieux de préserver la filiation avec la série Au nom de la loi, Sherman va opérer une transposition de ces thèmes dans le monde moderne en prenant pour modèle les œuvres les plus marquantes de Walter Hill et John Milius qui se distinguent par leur statut de néo-western. La scène du film de Sherman qui met en relief les emprunts à Walter Hill et John Milius est celle où Rutger Hauer se remémore son héritage familial en glorifiant l'ère d'antan dominée par les bagarreurs de l'Ouest, en soufflant dans son harmonica les notes de « This is Your Land » de Woody Guthrie. Une scène que l'on aurait pu aisément voir dans un film signé Walter Hill ou John Milius. Encore une fois, merci à tous et vive le cinéma.